les sciences humaines et les sciences sociales jouent un rôle essentiel dans la compréhension de nos sociétés. Elles interrogent le passé, elles décryptent le présent et elles anticipent les transformations futures. Pourtant, ces domaines sont aujourd'hui fragilisés par des décisions politiques et économiques qui remettent en cause leur place au sein des universités et des centres de recherche. En France, les coupes budgétaires récurrentes dans l'enseignement supérieur et la recherche compromettent bien sûr leur existence et leur développement, accentuant la précarisation des doctorants et mettant en péril l'existence même de certaines filières. Et à l'échelle internationale, de nombreux chercheurs sont confrontés à de véritables attaques politiques, qu'il s'agisse de censure, d'intimidation ou de suppression des financements. Ces menaces ne sont pas nouvelles au sein de l'histoire, parce que depuis plusieurs décennies, les sciences humaines et sociales sont très souvent confrontées à des débats sur leur utilité, mais aussi à des tentatives de marginalisation au profit des matières jugées plus justement utiles, rentables et directement applicables aux besoins économiques. C'est un phénomène que je vous propose d'aujourd'hui revoir dans une vidéo qui va pas être trop longue. Le but c'est vraiment de vous exposer dans les grandes lignes les problèmes avec des chiffres, avec des études qui sont actuelles, qui ne font que s'intensifier, laissant craindre bien sûr un appauvrissement de la pensée critique toujours plus important et une standardisation des savoirs au profit d'intérêts politiques et économiques. En 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En 2024, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, a démissionné en réaction à l'annonce d'une réduction de 300 millions d'euros du budget de son ministère pour l'année 2025. C'est une décision qui, bien évidemment, a été perçue comme un signal extrêmement alarmant par la communauté universitaire, qui dénonce déjà depuis plusieurs années une dégradation continue des conditions de travail et de recherche. Et là où j'aimerais justement orienter cette vidéo, c'est que cette baisse des financements, elle touche de manière très significative, presque essentielle, les sciences humaines et sociales, qui sont d'ailleurs historiquement sous-dotées par rapport aux sciences dures, et plus généralement, on va dire, les disciplines scientifiques et technologiques. Il y a eu plusieurs études à ce sujet, notamment une en 2016 qui montrait que seulement 38% des thèses en sciences humaines et sociales étaient financées, contre 92% des thèses de sciences dites dures. Bien sûr, un déséquilibre qui montre, selon moi, une vision très utilitariste de la recherche, où les sciences humaines et sociales peinent à prouver une pertinence économique immédiate face à d'autres domaines, qui sont perçus comme plus directement applicables. Je pense notamment à l'intelligence artificielle ou la biotechnique, ce qui bien sûr, je mets des grosses parenthèses, est totalement absurde, puisque la philosophie, les sciences humaines et sociales s'emparent aussi de sujets comme l'intelligence artificielle. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ce désengagement financier de la part de l'État force les universités à rechercher des ressources alternatives, comme notamment l'augmentation des frais de scolarité ou le développement de formations professionnalisantes qui sont plus attractives pour le secteur privé. Cependant, cette logique de rentabilité pose un problème, et un problème d'ordre structurel. Cherchant à s'adapter à des impératifs économiques sur le court terme, les universités, elles risquent de véritablement abandonner des projets de recherche, je dirais même des pans entiers du savoir qui sont jugés non rentables, compromettant ainsi non seulement la diversité, mais aussi l'indépendance de la recherche. Bien évidemment, parmi les premiers touchés, parmi les premières victimes de cette crise, on a les doctorants en sciences humaines et sociales, qui sont confrontés à une précarisation croissante. En 2022, il y a une enquête mise en place par le FAGE qui montrait que 25% des doctorants en sciences humaines et sociales déclaraient ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins par les seuls revenus que leur apporte leur financement, sans un emploi complémentaire. Bien évidemment, la faiblesse des financements, elle allonge les délais de thèse, elle contraint même certains chercheurs à abandonner leurs travaux avant leur achèvement. En parallèle, certaines universités envisagent carrément de fermer certaines formations de sciences humaines et sociales, faute de moyens ou parfois d'inscriptions insuffisantes. Depuis 2023, plusieurs établissements ont annoncé des réductions d'effectifs dans les licences d'humanité, notamment en philosophie, sociologie et en histoire. Ce phénomène, il s'explique notamment par un discours politique qui encourage les étudiants à se tourner davantage vers des filières dites d'avenir, comme l'ingénierie, les sciences dures, les finances, au détriment des disciplines jugées moins directement professionnalisantes. Et cette tendance à la suppression de filières est extrêmement préoccupante, parce qu'elle traduit quelque chose d'une volonté très implicite de restreindre l'accès à certains savoirs. En limitant la possibilité d'étudier la sociologie, l'histoire ou la philosophie, on réduit la capacité des nouvelles générations à pouvoir analyser les dynamiques sociales et politiques de la manière la plus critique possible. Si la situation française est alarmante, sachez qu'elle s'inscrit dans un contexte international beaucoup plus large, où la liberté académique est de plus en plus remise en cause. Dans de nombreux pays, les chercheurs en sciences humaines et sociales sont confrontés effectivement à de nombreuses formes de pression politique. En Turquie, par exemple, on compte en plusieurs centaines le nombre d'universitaires qui ont été virés, ou même emprisonnés, après avoir signé une pétition qui critiquait la répression que le gouvernement mettait en place contre les populations kurdes. Bien évidemment, c'est une surprise pour personne, en Hongrie, on a le gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban, qui a
restreint l'enseignement des études de genre dans les universités, considérant, je pense que vous l'avez compris, déjà vous l'avez anticipé, cette discipline comme une menace idéologique. Comme la menace n'est encore jamais très loin, aux États-Unis, l'administration Trump a même tenté de censurer certaines recherches, imposant une vision conservatrice du savoir plus généralement parlant. En février 2025, donc très récemment, Donald Trump a signé un décret qui s'appelle Defending Women. Perso, je sais pas ce qu'il défend là, mais bon, qui interdit strictement les agences fédérales d'utiliser des termes tels que genre, non-binaire, transgenre, personne enceinte dans toutes les publications officielles. Cette mesure, elle s'inscrit bien sûr dans une volonté beaucoup plus large, qui est celle aussi de restreindre les études. On sait à quel point Trump, c'est pas une nouvelle, il le dit ouvertement, et contre le système universitaire. Donc s'il peut le plus possible restreindre les études de genre, les études sur les diversités, sur les dynamiques de colonisation, de décolonisation, comme actuellement il y a un gros nid justement de recherche qui se fait depuis plusieurs décennies aux États-Unis. En supprimant les financements, en limitant l'accès à certaines données, il le fait avec grande joie. On parle ici d'une véritable instrumentalisation du langage, mais aussi de la recherche à des fins politiques, et tout ça n'est pas anodin. Il vise à façonner le débat public, s'il en reste encore un, en imposant tout un cadre idéologique très restrictif et en réduisant la capacité des sciences sociales à pouvoir remettre en cause les normes établies. L'actuelle mise en danger des sciences sociales s'inscrit dans une longue tradition de marginalisation de ces disciplines. Déjà dans les années 50, durant la guerre froide, les États-Unis avaient placé sous surveillance les chercheurs en sciences sociales, craignant notamment leur proximité avec courants d'inspiration marxiste ou marxiste. En France, dans les années 80, il y a un certain discours politique qui avait émergé, valorisant avant tout les sciences dures, les filières scientifiques et technologiques, au détriment des sciences humaines et sociales. C'est une tendance que le sociologue Pierre Bourdieu avait largement documentée à l'époque, dénonçant une véritable volonté de soumettre les sciences humaines et sociales à des impératifs politiques et économiques. Donc c'est bien sûr une récurrence historique qui montre les attaques successives que l'on fait jour après jour contre les sciences humaines et sociales. Donc bien sûr les conséquences sont multiples et sont extrêmement dérangeantes. En réduisant les financements des humanités, on prend le risque de toujours plus affaiblir le débat public, de définitivement nous enliser dans cette ère de la post-vérité dans laquelle nous sommes déjà bien coincés, et donc de limiter l'esprit critique et de restreindre notre compréhension du monde. Tout de même, on va finir cette vidéo sur un petit peu d'espoir. Face à ces menaces, il y a quand même certaines initiatives qui sont prises pour chercher à renforcer, préserver du moins les sciences humaines et sociales. En France, il y a un programme qui s'appelle France 2030 qui a alloué des fonds pour plusieurs recherches justement pour les sciences humaines et aussi plusieurs organisations comme celle de l'Observatoire des atteintes à la liberté académique qui œuvre jour après jour pour documenter les menaces qui pèsent sur les chercheurs. Mais face à l'ampleur du problème, vous comprenez bien que toutes ces initiatives restent la plupart assez vaines. Je finirai par vous dire que si les sciences humaines et sociales sont actuellement en danger, ce n'est pas parce qu'elles sont inutiles comme on vous le dit souvent dans les médias de plus en plus, ou en tout cas qu'on essaie de nous le faire comprendre, c'est justement à l'inverse, parce que leur rôle critique dérange profondément certains pouvoirs, et ils savent très bien quels pouvoirs elles ont, et donc essentiel de les défendre, non seulement pour protéger la liberté académique, bien que ça reste déjà un argument suffisant, mais aussi pour garantir un accès large et diversifié aux savoirs qui permettent de penser le monde.